Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Des colonnes, des éléments des forces de défense rwandaises avec fusils d'assaut et artillerie lourde ont traversé la frontière. Elles sont entrées par la cité de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, direction la colline de Mushushu. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'annonce. Top Congo FM. 18 corps des civils découverts par un groupe de jeunes dans la forêt de la chefferie de Valese-Vankoutou dans le territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Il s'agit visiblement des otages de l'attaque du village Mutwei par des présumés terroristes ADF le 19 août dernier. Top Congo FM. 49 ex-ADF MTM, dont 23 Congolais qui ont fini leur cure psychosomatique. La séance de déradicalisation et l'apprentissage des métiers ont été présentés mardi 22 août à la presse ougandaise et internationale. Top Congo FM. Le marché de Matadi-Kibala au camp PM qui a connu un incendie lundi soir sera nettoyé dans les 2 jours pour permettre aux commerçants d'y reprendre leurs activités avant une réhabilitation préliminaire qui va précéder les travaux de construction du marché de cette partie de la commune de Mongafula. C'est le bourgmestre de cette municipalité qui livre l'information. Et dans le territoire de Kapanga, dans la province de Lualaba, 100 maisons ont pris feu en l'espace d'une semaine à cause des feux de brousse. Top Congo FM. Préparatif de l'année scolaire 2023-2024, les responsables de l'EPST participent depuis mercredi aux travaux de la revue annuelle de performance, des assises axées sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui a lancé ces travaux. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, des colonnes, des éléments des forces de défense rwandaises avec fusils d'assaut et artillerie lourde ont traversé la frontière congolaise. Elles sont entrées en RDC par la cité de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, direction la colline de Mushushu. C'est Jean-Claude Bambazé, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. Il précise qu'une accalmie relative est observée depuis plusieurs semaines sur toutes les lignes de front. On l'écoute. On a vu en tout cas des colonnes de militaires rwandais qui ont quitté le Rwanda vers Kibumba, sur la colline qu'on appelle Mushushu. Là, ils sont en grand nombre. Et les populations qui venaient même de Rutshuru ont été bloquées, les passages étaient bloqués pendant que les militaires rwandais étaient en train de traverser vers la partie ouest de la RN2. Il y a une traversée de plusieurs RDF avec des armes, avec même des armes lourdes, en traversant de Kibumba vers l'ouest de la route nationale numéro 2. C'est vrai, c'est une accalmie en tout cas, mais qui reste toujours précaire et que donc à n'importe quel moment, on peut toujours assister à des affrontements. Et l'administration toujours rebelle à Bunagana, à Rutshuru et puis ailleurs? À Rutshuru, ils ont installé des autorités. À Bunagana, ils sont toujours à la douane. Et il y a même des groupements où ils ont installé des autorités coutumières. Donc c'est toujours leur administration qui est là. On a même reçu des communiqués où ils appelaient les responsables des écoles à aller ouvrir pour commencer les inscriptions. Donc bref, même l'administration, en tout cas, elle est entre la main du M23. Il continue toujours à se renforcer. Le but, c'est de vouloir attaquer la ville de Goma, bien entendu, déstabiliser la cité de Sake. Il planifie que donc, à partir de cette attaque-là, puisque le gouvernement va céder pour accepter de négocier avec eux. Jean-Claude Bambazé, membre de la société civile de la province du Nord Kivu. Dans la province de l'Ituri, on parle de 18 corps des civils découverts par un groupe de jeunes dans la forêt de la chefferie de Valese-Vankoutou dans le territoire d'Irumu. Il s'agit visiblement des otages de l'attaque du village Mutwei par des présumés terroristes ADF le 19 août dernier. Christophe Mouniaderou, activiste des droits de l'homme dans la région, recommande aux forces mutualisées FARDC-UPDS de lancer des opérations militaires pour neutraliser ces bandits. Christophe Mouniaderou est au micro de Franck Santé. L'ennemi qui avait tué les populations, il a traversé les côtés est vers l'ouest et il a pris des otages et a commencé à tuer ces otages et d'autres populations qu'il rencontrait dans leurs champs. Et le bilan provisoire fait état de 21 personnes tuées. Les jeunes braves ont réussi à récupérer 4 qu'ils ont ramenés dans la cité de Ringeti. Nous lançons un SOS
Et nous voulons voir ces opérations continuer vers le côté ouest pour traquer cet ADF dans sa cachette. Il faudrait qu'on puisse poursuivre l'ennemi jusqu'à sa dernière neutralisation. Et donc les autorités doivent prendre des mesures pour voir comment protéger cette population. Les opérations UPDF nécessairement devraient changer les stratégies et voir comment protéger les populations se trouvant vers le côté ouest de la cité de Ringeti, Owicha, voire aussi le côté ouest de la chefferie de Wallace et Vokut, parce que c'est de là que l'ennemi est en train de circuler librement et s'attaque à des populations civiles. Christophe Mouniaderou, activiste des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Entre-temps, 49 ex-ADF MTM, dont 23 Congolais, qui ont fini leur cure psychosomatique. La science de déradicalisation et l'apprentissage des métiers ont été présentés mardi à presse ougandaise et internationale. Cette formation assurée par la Fondation Ridgeway est suivie de la réinsertion socio-communautaire pour les Ougandais. Les Congolais, eux, seront rapatriés incessamment vers la mère patrie. Et puis on parle de la persistance de la polémique sur la levée au nom de l'état de siège. L'opposant Luc Malembe de l'ECD en Ituri soutient que la levée de cette mesure d'exception est donc importante. Il faut bien lever cette mesure. Il indique que certains acteurs politiques ont pris contact avec le M23 pour qu'il s'installe dans cette partie du pays après la levée de l'état de siège. On l'écoute. Je n'ai jamais dit que je soutenais l'état de siège. Non, ça je n'ai jamais dit. Je ne peux même pas le dire parce que même la ligne de mon parti, l'ECD, n'est pas celle-là. J'ai dit qu'au moment où toute la population de l'Ituri est debout pour obtenir la fin de l'état de siège, il y a malheureusement certains parmi nous, ici même nous Ituriens, qui en profitent pour malignement, discrètement aller chercher les M23 dans l'objectif que si l'état de siège quitte, c'est les M23 qui vient ici. Et ça, c'est inacceptable. Et là, je m'adresse à mes frères ituriens pour leur dire que la solution à notre problème ne peut pas venir du Rwanda, ne peut pas venir du M23. L'armée rwandaise avait déjà été ici entre 1999 et 2003, l'armée ougandaise aussi. Ça nous a amené à quoi? 60 000 morts selon l'ONU de 1999 à 2003 pendant la guerre interethnique. Comment les gens peuvent encore aller recourir auprès de ces mêmes armées et attendre que nous aurons la solution là-bas? Donc, nous aurons la solution nous-mêmes en tant qu'Ituriens. Nous devons nous-mêmes trouver notre solution à l'Iturien. Luc Malembe de l'ECD dans la province de l'Ituri. Il soutient donc la levée de l'état de siège. Et puis les militaires et policiers de la garnison de Lubumbashi dans le Haut-Katanga appelés à la loyauté et au patriotisme. L'appel a été lancé par le chef d'état-major général des FARDC lundi au cours d'une causerie morale. Le lieutenant général Christian Chiwewe a rappelé à Lubumbashi l'interdiction pour les militaires de cette partie du territoire de s'impliquer dans les transactions, dans les carrés miniers. On l'écoute. Le patriotisme, la loyauté. Et ça, soldats, et ça, policiers, et c'est d'abord policiers ou militaires, nous devons renouveler notre loyauté envers le commandant suprême parce que nous sommes patriotes. Nous devons protéger la population, c'est notre première mission. Deuxième chose, je voudrais parler de la discipline. L'auditorat représente le fouet pour le commandant. Si vous, commandant, vous sanctionnez un élément au sein de votre unité et que vous constatez qu'il reprend les mauvaises habitudes, il faut le transférer à l'auditorat. Je ne vais pas entendre après mon départ que les militaires sont dans les mines sont gardées par la police des mines. Respectons cette tenue, c'est celle que le chef de l'État nous a dotée. Ce n'est pas pour que nous puissions aller dans les mines avec. Le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe.
Procès Constant Moutamba, le président de la DIPRO, va se présenter devant la justice au mois de septembre. Ses avocats ont obtenu ce report à l'audience de mardi au parquet de grande instance de la Gombe. D'après maître Mawete Malungindika, l'un des avocats de Constant Moutamba, le report se justifie par l'absence de son client qui est actuellement en déplacement pour préparer ses candidats aux élections de décembre. On écoute maître Mawete Malungindika au micro de Jean-Simon Kwala. Le magistrat du parquet, il a ouvert un dossier sous RI, registre d'information. Il a adressé une invitation à notre client, maître Moutamba, qui n'est pas un client ordinaire, il est avocat de profession. Et ça, nous l'avons également fait savoir au magistrat, parce que l'avocat, on ne l'invite pas comme un citoyen lambda. Il y a toujours la procédure dicte certaines règles pour notamment informer son bâtonnier et désigner des avocats pour l'assister ou éventuellement. Alors, le client, il est président d'un grand regroupement politique, la DIPO, qui est l'opposition républicaine, dont il est pratiquement le chef de file. À ce titre, il est en plein déploiement des candidatures dans des provinces. Cette situation ne lui a pas permis d'être là aujourd'hui. Mais étant respectueux de la justice, d'abord lui-même étant avocat, puis étant un homme d'État, il a estimé qu'il ne pouvait pas manquer à ces rendez-vous. Comme ça, il a constitué un collectif que nous sommes, demandant d'aller voir le magistrat instructeur, lui faire part de son disponibilité d'être là aujourd'hui et solliciter un report. C'est ce que nous avons pu obtenir. C'est un report pour le 1er septembre. Le devoir de l'avocat est d'obtenir les reports. Pour le jour que le client sera là, nous allons l'assister. C'est à ce moment-là que le magistrat instructeur aura l'obligation de dévoiler le contenu de son dossier. Maître Mawete Malungindika, l'avocat de Constant Moutamba de la DIPRO. Depuis mai 2023, les autorités de RDC ont pris pour cible des dirigeants des partis politiques d'opposition en restreignant leurs libertés fondamentales et en arrêtant des cadres des formations politiques. C'est le message publié mardi à Kinshasa par l'Organisation internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, la répression se déroule dans un contexte de tensions politiques accrues avant le démarrage officiel le 19 novembre prochain de la campagne pour l'élection présidentielle. Le chercheur principal de Human Rights Watch sur la RDC, Thomas Fessi, estime que l'opposition et tous les Congolais devraient se rassembler et s'exprimer librement. On l'écoute. Lorsque Moïse Katumbi est bloqué par la police en périphérie de Kinshasa le 23 mai et ne peut réaliser sa tournée au Congo central, 2 jours plus tard, c'est un sit-in avec 4 leaders de l'opposition qui est empêché devant la CENI à Kinshasa. Et là encore, le gouvernorat avait ordonné de transformer la manifestation en mémorandum à remettre au siège de la CENI. Le droit de manifester pacifiquement, le droit de circulation sont des libertés fondamentales, d'autant plus importantes dans un contexte préélectoral dans lequel non seulement l'opposition mais tous les Congolais devraient pouvoir s'exprimer librement et se rassembler pacifiquement. Pour le cas de Salomon Kalonda, conseiller principal de Moïse Katumbi, les raisons semblent avoir changé à plusieurs reprises et finalement, il vient d'être formellement inculpé pour trahison notamment. Mais ses droits et ceux de ses proches sont-ils respectés? Les perquisitions musclées subies par les membres de sa famille, par exemple, paraissent abusives et la question se pose de motivation politique dans un tel cas. La liste continue et notons que les Nations Unies, par exemple, se sont récemment inquiétés de ce climat préélectoral entaché d'arrestations arbitraires et de rétrécissement de l'espace civique. Les journalistes qui couvrent le processus électoral en sont d'ailleurs impactés. Les attaques dont ils sont la cible dans les rassemblements politiques et ailleurs se multiplient. En définitive, les autorités devraient inverser cette tendance qui risque d'aggraver une situation déjà extrêmement tendue. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Colère des agents des cabinets ministériels de la province du Kwilu. Ils ont arrêté le travail depuis 3 jours pour exiger le paiement de leur quotité sur les recettes provinciales appelées savon. C'est notamment le paiement de la quotité des recettes produites par la régie provinciale pour le mois de juillet. Il y a aussi la quotité leur due sur les épreuves certificatives, notamment la dissertation et l'examen d'état. Explication, Jonathan Messa. D'après des agents de cabinet ministériel qui ont recueilli l'anonymat, ils ont touché en 2022 168 000 francs après les TENA-SOSPE, 100 000 francs pour les épreuves hors session et 100 000 francs pour la session ordinaire de l'examen d'État. Cette année, le gouvernement provincial a dérogé à sa règle, rien n'est payé. Ils ajoutent à ces revendications
100 000 francs qu'ils reçoivent chaque mois après répartition des recettes produites par la direction provinciale de recettes du Kwilu non payées pour le mois de juillet. Voilà qui justifie la décision d'arrêt de travail. Contacté par Top Congo, le secrétaire général du gouvernement provincial voit mal que les agents exigent paiement sur les épreuves certificatives. Maître Amoumazi Firan explique que la province a été mise en difficulté suite à la non-rétrocession des recettes par Kinshasa. La province recouvre l'argent, finance le fonctionnement des institutions. C'est autre activité de la province qui se réalise en province. Mais pour ce mois ici, nous avons connu une difficulté. On n'a pas reçu le fonctionnement qui devrait venir de Kinshasa. Avec les recettes, ça n'a pas permis de couvrir l'enveloppe salariale. Nous attendons ce qu'on peut réaliser ce mois, puis on va régler tout ça. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est ce que les agents commencent à réclamer, examen d'État. Alors qu'il y a le principe, toutes les recettes viennent dans une même marmite et on fait la répartition. D'après certaines indiscrétions, le gouvernement provincial serait en difficulté puisqu'ayant contracté un prêt à la Robank pour payer les indemnités des sorties des députés provinciaux, somme qui doit être remboursée au fil du temps. Dans l'ensemble, les agents du gouvernement provincial du Kwilu cumulent une trentaine de mois d'arriérés de salaire devant provenir de Kinshasa. Depuis la ville des Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. Il faut dire que les membres des cabinets ministériels du gouvernement provincial du Kwilu n'ont aucun salaire payé. Ils vivent de ces quotités. C'est la réaction du député provincial du Kwilu, maître Donald Sidani, élu de Massi Maniba. Il dénonce par ailleurs la complicité de certains acteurs politiques et de quelques députés provinciaux de Kwilu qui cautionnent, selon lui, le dysfonctionnement de la province du Kwilu. On l'écoute au téléphone de Pascal Kapalaï. C'est une question qui nous fait réfléchir, mais je peux vous dire que dans la province du Kwilu, les agents qui travaillent dans le cabinet du ministre perçoivent à la fin de chaque année un montant qui varie selon le recette provinciale, de sorte que ces agents n'ont pas de salaire connu. Ils agissent, sinon l'autorité qui les utilise agit en leur regard comme des commissionnaires qui doivent prendre un pourcentage dès que la direction générale des recettes du Kwilu a terminé, a clôturé son opération le mois. De sorte que la confusion est vite facile à faire. Et ces agents qui devraient avoir un salaire, ils n'en ont pas parce qu'ils ne connaissent pas exactement combien ils doivent avoir chaque mois. Et ils pensent, à tort ou à raison, qu'ils devraient avoir une prime au-delà de cela. En fait, le vrai problème, ce n'est pas la réclamation des agents. Le vrai problème, la province qui utilise ces agents prévoit quoi pour le pays. Et c'est donc un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom et donc c'est regrettable. Mais en tant que député provincial, vous n'avez jamais interpellé l'autorité provinciale à ce sujet? Vous savez que toutes les actions qui sont menées dans cette assemblée sont stoppées par les forces obscures de Kinshasa et certains collègues qui ne comprennent pas que la province est dans un trou incroyable. Le député provincial du Kwilu, Donald Sidani, au téléphone de Pascal Kapalaï. Définir les termes de collaboration entre les comités locaux de gouvernance participative et le cadre de concertation provinciale de la société civile, ainsi que les stratégies de plaidoyer au niveau local et provincial. Ce sont là les objectifs spécifiques de l'atelier d'échange entre ces comités locaux et cadres de concertation qui rentrent dans le cadre du projet d'appui à la participation de ces comités au développement de leurs entités. Ce projet, qui a une durée de plus de 3 ans, sera mis en œuvre dans les provinces de Kinshasa, Équateur, Congo central, Congo et Chuapa. On écoute Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la commission épiscopale de justice et paix de la SENCO. Il est ici au micro de Jean Simakwala. La commission épiscopale justice et paix a mis en place des dynamiques communautaires au niveau de la base, au niveau des communes et de certaines villes. Ces dynamiques communautaires sont des fêtières, des organisations de population au niveau de la base, afin d'interagir avec l'autorité locale et ensemble, comme des partenaires, trouver des solutions aux problèmes locaux. Alors, l'atelier ici, c'est un atelier d'échange et de mise en réseau. Nous allons travailler ici avec le cadre de concertation de la société civile de la ville de Kinshasa pour mettre ce cadre en réseau avec nos CLGP. Nos CLGP fonctionnent au niveau des communes. Ils travaillent avec les populations à la base, ils identifient les besoins de la population et les coûts dans les cahiers des charges. Mais ils amènent auprès du bourgmestre que des matières qui relèvent de la compétence de la commune, alors qu'il y a d'autres qui relèvent de la province. Alors, nous les mettons ensemble pour que les cahiers des charges contenant les matières relevant des compétences de province soient transférés à ce niveau-là et portés par les cadres de concertation de la société civile de la ville de Kinshasa. Comme ça, les comités locaux de gouvernance participative mènent leur plaidoyer au niveau des communes et
le cas de concertation le fait au niveau de la province. C'est cette mise en réseau que nous sommes venus réaliser à travers cet atelier. Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la commission épiscopale de justice et paix de la conférence épiscopale nationale du Congo. Comment matérialiser les accords signés entre la RDC et la Chine dans le cadre de la production des ressources minières, accord signé en mai dernier entre le président Tshisekedi et son homologue chinois Xi Jinping à Beijing en Chine. Le vice-ministre en charge des mines, Godard Motemona, a eu un entretien mardi avec les membres de la Commission nationale de développement et de la réforme, une institution chinoise qui pilote les investissements étrangers, surtout miniers. D'après Galo Jian, directeur général de la CNDR, la position de la RDC à l'échelle mondiale dans la production minière est bonne. Il parle de la RDC comme premier pays producteur du cobalt à ce jour à travers le monde. On l'écoute au micro d'Isabelle Mwango. Ses propos sont traduits. Je suis très content d'aller en RDC et c'est pour mettre en œuvre le consensus parvenu entre les deux chefs d'État en mai dernier sur les coopérations dans les investissements des ressources. Les deux parties ont fixé conjointement les prochaines étapes et les orientations de notre coopération future. Je crois qu'actuellement, le Congo est le premier producteur de cobalt à l'échelle mondiale. Elle est le troisième producteur de cuivre. Elle sera bientôt le deuxième producteur de cuivre. Et je crois que la position de la RDC à l'échelle mondiale dans la production minière est en train d'être élevée sans cesse. Et les coopérations futures sino-congolaises sont sûrement porteuses de fruits palpables. Et je crois que la coopération minière, dans son sens large, ne se limite pas dans les extractions. Ça va entraîner également le développement des infrastructures, le développement des industries complémentaires. Et donc, c'est-à-dire que nous avons une très grande potentialité à explorer. Galo Jian de la Commission nationale de développement et de la réforme en Chine. Parlons du marché Matadi Kibala au camp PM qui a connu un incendie lundi soir. Ce marché sera nettoyé dans les 2 jours pour permettre aux commerçants d'y reprendre leurs activités avant une réhabilitation préliminaire qui va précéder la construction donc du marché de cette partie de la commune de Mongafula. C'est le bourgmestre de cette municipalité qui livre l'information. Séverin Lumbu indique qu'il faut au moins 500 000 $ américains pour construire le nouveau marché. On l'écoute. Nous avons tenu une réunion de crise. Nous avions dit qu'il fallait d'abord identifier les sinistrés. Et Dieu merci, il n'y a pas de pertes en vie humaine, sauf en matériel. Et nous avions dit qu'il fallait quand même réhabiliter le marché pour éviter que les gens inondent la chaussée. Troisièmement, nous avons décidé que prochainement que les inspecteurs soient obligatoires dans les boutiques et les dépôts. Et pour les sinistrés, qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? D'abord les identifier et après nous allons essayer de plaider à la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui pourra nous dire quoi faire. Donc une indemnisation peut être envisagée? Pour l'instant, je ne peux pas vous confirmer, mais l'État est là pour la population et je pense que tout ce qui sera dit sera fait. Les gens vont retourner à l'espace qui a été incendié parce que la commune n'a pas un marché municipal. À quand la construction du nouveau marché que vous aviez annoncé il y a quelques mois? Jusque-là, il faut réunir tous les moyens. Je pense que vous serez informés au moment opportun. Il faut combien pour construire ce marché? Aujourd'hui, nous, au niveau de la commune, nous avons besoin de plus de 510 000 $. Si nous les avons, on peut le faire sans problème. Il y aura d'abord une solution palliative. Dans 2 jours, nous allons nous battre pour essayer d'évacuer tout ce qui est là parce qu'il y a encore la cendre qui est chaude. Et après, nous allons nous battre pour essayer de remettre les mamans sur le lieu. Et puis, un ingénieur pourrait passer pour nous dire quoi faire. Séverin Lumbu, le bourgmestre de la commune de Mongafula. Il faut dire que plus de 400 tables et plusieurs maisons ou dépôts du marché sont partis en fumée. Aucun décès n'a été enregistré après ce drame. L'administrateur de ce marché qui a vu son bureau calciné a enregistré des dégâts matériels importants pour les syndicalistes des vendeurs. L'État congolais est responsable de ce drame parce qu'il n'a pas tenu sa promesse de construire durant 8 mois un nouveau marché moderne. Notez que le marché de Matadi Kibala sur la route nationale numéro 1 avait été fermé en 2022 par le gouvernement de Kinshasa après un drame qui avait coûté la vie à 25 personnes électrocutées par un câble
câble d'une ligne haute tension de la SNEL. Et puis on parle justement de la prévention et lutte contre les incendies dans la capitale congolaise. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a sensibilisé mardi les responsables de la société pétrolière, les Rexcom Petroleum, opérant au terminal 2 situé au quartier Gamanzo dans la commune de Maluku. Gracien Tsakala s'est dit satisfait des précautions prises par la hiérarchie de cette société pour éviter ce fléau dans la ville. Il est au micro de Genovic Boa. Suivant notre séance de sensibilisation conformément aux instructions d'Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et le gouverneur de la ville de Kinshasa, aujourd'hui dans un autre secteur, le secteur pétrolier, un secteur très inflammable. Nous avons eu aujourd'hui l'opportunité de pouvoir visiter les installations de LP, mais également de rappeler à l'attention du management de LP toutes les exigences liées à la sécurisation de leurs installations. Lors de notre visite, lors de notre séance de travail, nous avons été agréablement surpris par le professionnalisme mis sur pied du management de LP. C'est ici l'occasion de louer les efforts qui ont été entrepris par le Congolais Jean-Léo Diambila, qui par sa magnanimité a pu mettre sur pied une structure qui concurrencie de manière indiscutable les standards internationaux. De sécurisation des installations à travers des extincteurs, mais également des bouches d'eau, figurent en tout cas sont visibles dans cette société. Nous pouvons sans conteste affirmer que les installations de la vie de société sont conformes aux exigences nationales, mais également internationales, et par-dessus tout à la réglementation en vigueur. Merci. Gracien Tsakala, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Kinshasa. Dans la province du Lualaba, précisément dans le territoire de Kapanga, plus de 100 maisons ont pris feu à cause des feux de brousse. C'est ce que confirme l'administrateur du territoire qui informe que les cultivateurs de sa juridiction font recours au coupe-feu avant tout débroussaillement par le feu. Christophe Momat est au téléphone de Timothée Prince-Audia. Dans ma juridiction, nous avons connu 3 cas. L'incendie dans 3 villages. Le village Kayan, 60 maisons, et Kij, 35 maisons, et village Ndeji, 10 maisons. Donc, le fait de brousse, les agriculteurs qui ont brûlé leurs champs, comme la pluie s'annonce déjà, c'est des bruits pour vraiment brûler leurs champs afin de semer leur maïs. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour mettre fin à cette hémorragie? C'est la sensibilisation, mettre les coupes-feu avant de brûler leurs champs, parce qu'il n'y a pas encore autre moyen de faire pour arrêter cette hémorragie. Sans toutefois tromper mes administrés, vous savez, c'est au village, donc dans de mauvaises conditions, s'il vous plaît. C'est pour cela que je demande aux autorités nationales comme provinciales de me venir vraiment en aide pour que cette population vive vraiment comme il faut avec leur soutien. Christophe Kapanga, l'administrateur du territoire. Donc Christophe Momat, l'administrateur du territoire de Kapanga dans la province de Lualaba. À Kinshasa, la direction générale de la publicité externe procède au démantèlement des panneaux publicitaires anarchiques dans la capitale. Instruit par le gouverneur de la ville, c'est le directeur général de cette régie financière qui a donné le go de ces opérations dont différents artères. Moïse Moupata a aussi procédé au désaffichage, débâchage et badigeonnage de tous les dispositifs publicitaires non en règle avec le trésor urbain. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. La loi qui organise le secteur de la publicité est claire. Aucune personne, aucune entreprise ou encore une agence publicitaire a le droit d'implanter un panneau publicitaire sans toutefois respecter la procédure. Et la procédure voudra que vous puissiez saisir officiellement la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa qui va faire un travail d'expertise pour la vérification des sites. Et c'est seulement après les rapports techniques que l'autorité urbaine va signer les autorisations pour vous permettre d'implanter. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Les gens quittent leur maison pour aller implanter les panneaux et là c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer les opérations pour démanteler dans l'espace
publicitaires dans la ville de Kinshasa. Mais ces opérations ne vont pas seulement se terminer avec le panneau. Nous allons aussi faire la dépose, c'est-à-dire nous allons arracher toutes les banderoles qui sont en train de salir la ville de Kinshasa. La taxe sur la publicité, c'est une taxe d'autorisation. Avant de poser un acte publicitaire, vous devez d'abord avoir l'autorisation. Et pour nous, l'autorisation, c'est le paiement de ces taxes. Moïse Moupata, le directeur général de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa. On reste dans la capitale congolaise pour parler de ce constat après les curages des caniveaux des avenues Chaba et Gambela dans la commune de Guiriguiri. Des déchets ne sont pas évacués. Les deux avenues se sont rétrécies à cause de ces déchets qui se retrouvent de part et d'autre de la chaussée, rendant la circulation difficile. Détail, Cyril Milandou. Des caniveaux des avenues Gambela et Chaba dans la commune de Ngiringiri étaient remplis de déchets ménagers. Depuis quelques semaines, ces caniveaux ont été débouchés même si les habitudes n'ont pas changé pour y jeter des objets de toute nature. Malheureusement, tous les déchets ont été abandonnés au bord de la chaussée de part et d'autre. Les usagers de ces deux principales voies n'arrivent pas à trouver des réponses à leurs interrogations. L'avenue Gambela, remplie de nids de poules, s'est considérablement rétrécie à cause de ces déchets abandonnés sur la chaussée. Des fois, la circulation est ralentie pour les automobilistes. Durant la soirée, les accotements des avenues Gambela et Chaba deviennent des débits de boissons, mettant en mal la circulation des piétons. Ceux qui y passent leur temps parquent difficilement leurs véhicules à côté des immondices, fruits de curage laissés sur la chaussée. Autre problème, l'abandon des véhicules sur ces voies depuis plusieurs mois. Certains ménages ne trouvent mieux que de jeter des déchets sous ces véhicules abandonnés. Cyril Milandou. Et puis l'ANSER et le BCECO désormais ensemble pour exécuter certains projets visant la fourniture d'électricité dans le Congo-Profond. Ceci a été matérialisé par la signature d'un protocole d'accord de collaboration entre ces deux services d'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Ce protocole d'accord vise à définir les modalités de collaboration et de répartition des compétences dans la mise en œuvre et le suivi d'exécution des activités du volet électrification du programme de développement dans les milieux ruraux et périurbains. Détail, Walter Couille. Ce protocole d'accord clarifie les responsabilités respectives du BCECO et de l'ANSER, ainsi que les modalités précises de leur collaboration dans le projet de construction de la centrale hydroélectrique de 10 MW dans la province du Kasaï central. Le dit projet bénéficiera de l'expertise de ces deux entités, lui garantissant une mise en œuvre efficace et une réussite durable. En qualité de maître d'œuvre, l'ANSER apportera son expertise approfondie en matière de coordination technique et de faisabilité, contribuant ainsi de manière significative à l'atteinte des objectifs ambitieux fixés pour ce projet d'envergure. Quant au BCECO, il jouera le rôle de maître d'ouvrage délégué en mettant en œuvre son savoir-faire avéré en gestion des projets complexes et en passation des marchés transparentes. Les responsables des deux institutions ont exprimé leur enthousiasme. Ils ont souligné l'importance de ce partenariat pour sa contribution à la réalisation des objectifs nationaux de développement durable, notamment en ce qui concerne l'accès universel à une énergie propre et abordable, ainsi que l'amélioration des services énergétiques dans les zones rurales et périurbaines. Ce protocole d'accord marque une avancée significative dans les efforts conjoints visant à éclairer et à enrichir les communautés locales de la province du Kasaï central à travers une électrification équitable et durable. Les deux entités sont déterminées à travailler de manière étroite pour créer un avenir meilleur pour les populations rurales et périurbaines. Walter Couille, et comment procéder pour atteindre l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap en RDC? Le ministère en charge de cette catégorie des personnes, en collaboration avec les experts des ministères sectoriels, font la rélecture des documents stratégiques qui visent la promotion des droits des PVH avant leur validation. Ces travaux sont appuyés par le BCNUDH, le Bureau congénial aux droits de l'homme. Écoutez Irène Essambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Elle est au micro de Béro Matanda.
Le secteur du handicap est dans l'étape de construction. Le président de la République a donné cette vision d'inclusion sociale des personnes avec handicap, mais il faut que nous puissions doter ces secteurs de tout ce qu'il y a comme document stratégique en termes de politique d'action, en termes de stratégie pour répondre à la question de savoir comment nous allons procéder pour atteindre l'inclusion sociale voulue par le président de la République dans le domaine des personnes avec handicap, mais aussi un accent particulier sur les personnes atteintes d'albinisme parce que c'est une catégorie sociale qui a été longtemps oubliée. Il n'y a pas de politique, il n'y a rien qui oriente les actions du gouvernement pour leur prise en compte. Alors aujourd'hui, nous sommes ici avec les gens venus des provinces, mais aussi de Kinshasa. Nous avons le ministère sectoriel représenté par leurs experts désignés et nous sommes en train ensemble d'analyser les ébauches qui ont été produites par le ministère en charge des personnes avec handicap, avec l'appui du consultant qui est pris par la Banque mondiale. Tous ces documents vont être analysés en profondeur et validés avant que nous puissions le mettre à la disposition de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine du handicap. Irène Sambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Préparatif de l'année scolaire 2023-2024, les responsables de l'EPSD participent aux travaux de la revue annuelle des performances, des assises axées sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le ministre de l'EPSD, Tony Mwaba, qui a lancé ces travaux, a souligné qu'un accent particulier devrait être mis sur le suivi et évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la stratégie sectorielle annuelle 2016-2025. Le ministre de l'EPSD a saisi cette occasion pour annoncer des sanctions contre les responsables des provinces éducationnels qui se sont distingués dans les antivaleurs. Tony Mwaba est au micro de Mamichela. Évaluer les performances du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année suivante. Telles sont les missions dévolues aux assises que nous voulons tous techniques et orientées vers les résultats. Ces assises ont toujours été pour nous une occasion privilégiée pour évaluer les chemins déjà parcourus et planifier les tâches qui nous restent dans l'avenir. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui font suite à ceux des éditions précédentes et comme je l'avais dit autrefois, ils doivent être un véritable moteur de réflexion sur les problèmes récurrents qui minent notre sous-secteur. La présente revue a pour thème améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Nous avons, je le rappelle, la pérennisation et la consolidation de la gratuité primaire publique et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Tony Mwaba, le ministre en charge de l'enseignement primaire secondaire et technique. Il continue à se rapprocher des Kinois. Le nouveau magasin Kin Marché ouvre ses portes dans la commune de Matete. Les Matétois, appelés autrement Banaonu britanniques, peuvent désormais se procurer des produits de qualité à un prix accessible à toutes les bourses. Gino Rema Bera de Charisma. La commune de Matete a bougé ce mardi. Kin Marché a ouvert ses portes, plus précisément dans le quartier Ngilima, sur la route principale. Après la coupure du ruban symbolique, l'engouement qui ne dit pas son nom était très remarquable. Personnellement, on est très ravis. Aucun rayon de ce nouveau magasin n'a été visité par les clients. Les abonnés de Kin Marché sont fiers d'avoir un magasin tout près de chez eux. On a reçu il fallait se déplacer, aller jusqu'à Lemba, mais je suis juste en face, c'est plus mieux. Et porter un peu de développement, en tout cas, ça nous fait du bien. Des produits de qualité, des prix à couper le souffle, comme en témoigne l'acteur décor, l'un des habitants de la commune de Matete. C'est une fierté d'avoir Kin Marché dans notre commune. N'allez plus loin, votre magasin est là. Venez nombreux, les visiter et acheter des produits de qualité au prix du marché. Kin Marché ne fait que se rapprocher de sa clientèle de Kinshasa. Les Matétois peuvent à leur tour bénéficier des prix promotionnels de produits de qualité. Kikwata Mazayambuta est l'un des responsables ressources humaines à Kin Marché. Nous faisons vivre nos clients des promotions. C'est ça d'ailleurs qui fait la force de Kin Marché. Nous appelons tout le monde de Matete, Lemba, Kisenso. Aujourd'hui, c'est votre tour. Venez, personne ne sortira dessus. Tout est là. Acheter à Kin Marché, c'est acheter au prix du marché.
Ginoré Mabouira de Charisma. Parlons santé à présent, lutte contre les faux médicaments RDC. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, à travers l'USAID, décide d'accompagner le PNAM, Programme national d'approvisionnement des médicaments. Cette agence américaine a offert plusieurs kits informatiques à cette structure du ministère de la Santé, dont les ordinateurs portables. Le responsable de la chaîne d'approvisionnement et logistique de l'USAID, Ricardo Misiroun, estime que cet octroi va améliorer le système sanitaire en RDC. Le représentant du secrétaire général du ministère de la Santé, Josué Désiré Bapitani, annonce que ces ordinateurs seront principalement envoyés en province. Pour le directeur du PNAM, Franck Biaï, ces kits informatiques seront utilisés par l'unité centrale qui gère les informations sur la chaîne d'approvisionnement. Elle est constituée de 8 pharmaciens et 5 informaticiens. On écoute tour à tour le conseiller principal en chaîne d'approvisionnement de l'USAID, Ricardo Missioun, le représentant du secrétaire général au ministère de la Santé, Josué Désiré Bapitani, et le directeur du PNAM, Franck Biaï. Ils sont tous trois au micro de Barry Bouema. L'une des structures leaders désignées par la loi au ministère de la Santé pour accompagner le renforcement national du système d'approvisionnement des produits de santé. Donc, il n'en était pas autrement et nous sommes partenaires de longue date. Comme vous l'avez su entendre, on était les leaders à accompagner toujours le PNAM à mettre en place l'Infomed, qui est le système d'information en gestion logistique, la plateforme qui visualise les données que vont générer cette unité technique de gestion logistique mise en place par l'Secrétariat général du ministère pour accompagner la gouvernance, la concrétisation de la performance tant attendue. C'est un appui que nous avons réceptionné, 40 laptops pour que les unités qui sont créées en province dans le cadre de la gestion de la traçabilité, la gestion des intrants médicaments puissent être renforcées. Les 40 laptops sont destinés à l'unité centrale du PNAM qui gère l'information sur la chaîne d'approvisionnement. Il est constitué d'une équipe de 8 pharmaciens et de 5 informaticiens qui vont travailler pour suivre la situation sur l'ensemble du pays. Mais ces laptops sont destinés aussi 3 pour chaque province, appuyés par l'USAID. Et l'USAID appuie dans notre pays globalement 10 provinces, ce qui fait que les provinces recevront 30 laptops qui vont être également utilisés par les unités techniques de gestion logistique au niveau de chaque province pour gérer la chaîne d'approvisionnement de leur province. Des propos recueillis par Barik Bouema. On amorce l'atterrissage. Cette nouvelle, avant de nous quitter, le nouveau stade de Bunia de la province de l'Ituri est désormais prêt à accueillir les compétitions sportives. C'est Jean-Claude Mido, directeur général adjoint de l'ACGT, l'Agence congolaise des grands travaux, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, qui l'a officiellement remis au maire de Bunia, le commissaire supérieur principal Bosco Bouikola. Détail, Eric Lukoki. Il sera sans doute le centre d'attraction du monde sportif iturien. Situé à quelques 4 km du centre du chef-lieu de l'Ituri, le stade de Bunia, ouvert désormais au public, peut accueillir 10 000 spectateurs. Fruit du programme sino-congolais, la construction de ce chaudron a coûté 10 millions de dollars américains. C'est donc tout heureux que Jean-Claude Mido-Mboueté, directeur général adjoint de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, a donc remis symboliquement les clés au maire de la ville de Bunia. L'agence congolaise des grands travaux, nous avons fait la première phase de CESA et la première phase a été complétée. La deuxième phase, assainissement externe. Clé en main, le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Bosco Bouikola a exhorté la population à la sauvegarde de l'ouvrage, à la fois joyau de la ville et vecteur de cohésion pour les fils et filles de l'Ituri qui pourront en découdre autrement que par les armes, a-t-il lancé, reprenant ainsi les mots du gouverneur militaire Johnny Luboya de la délégation de la CGT. S'agissant de la deuxième phase relative à l'alimentation en électricité, l'aménagement du parking, la construction du mur de clôture et l'asphaltage de la voie d'accès, les ingénieurs de l'Agence congolaise de grands travaux sont déjà à pied d'œuvre. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde Alain Pascal Bongou. Merci à Dani Zaobi qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Eric Lukoki qui a participé à la rédaction. Pascal Kapal était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux.
À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Après les dépouillements, on attaque directement avec les auditions Rafiki. Et c'est la première étape de cette compétition où nous allons voir leurs talents s'exprimer. Nous avons vu leurs vidéos. Oh my God, ils chantent merveilleusement bien. Les auditions nous permettent de rencontrer des voix. De merveilleuses voix. C'est une étape qui peut réellement changer leur vie, mais aussi celle qui est douloureuse, car nous allons devoir nous séparer d'un bon nombre d'entre eux. À l'issue de cette étape, nous, ambassadeurs, devrons choisir les candidats Rafiki qui resteront pour la suite de cette belle aventure. Ils nous ont envoyé leurs vidéos. Les voici maintenant en mode audition. Des artistes extraordinaires à la voix extraordinaire espèrent toucher le rêve du doigt. Les auditions Majabou Rafiki commencent le 12 août 2023. Majabou Rafiki.